Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux assister à notre table ronde sur un sujet on ne peut plus actuel, la convergence de solutions du futur, mais du futur de maintenant, que sont l'IoT, donc les objets connectés, la robotique, la réalité mixte et l'intelligence artificielle, pour la transformation digitale et surtout écologique de l'industrie. Au vu des préoccupations actuelles, on a choisi de nous focaliser énormément sur le volet écologique. Je pense que ça parlera à chacun d'entre vous. La pandémie de Covid-19 nous a fait énormément évoluer sur nos pratiques du numérique. Une nouvelle révolution est à notre porte, cette fois-ci sur la transition énergétique. Le but de cette table ronde, voilà, c'est de récolter des bonnes pratiques. Comment pouvons-nous nous y préparer ? Comment pouvons-nous y réfléchir ? Quels sont les outils ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Est-ce que les experts autour de notre table ont des bons conseils à diffuser aux industriels manufacturiers ? Donc un tour de table autour de l'IoT, de la XR, de l'IA et de la robotique, parce que la transition énergétique, c'est aussi une économie de lettres. Donc on est tous en acronyme. J'accueille avec moi donc, Pascal Laurin. Pascal, tu es chez Box Rechroth et tu as une double casquette, à la fois interne et externe, sur l'évangélisation et le déploiement de l'industrie 4.0. Bonjour à tous et à toutes, oui, donc Pascal Laurin, donc groupe Bosch. Et j'ai le plaisir de promouvoir le 4.0 depuis beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment avec l'empreinte carbone, et j'aurai le plaisir d'échanger sur ce thème-là avec vous. Ensuite, avec nous, Mathieu Chaquin, du Centre de ressources techniques Clarté. Mathieu est spécialiste de la réalité virtuelle depuis plus de 10 ans et donc travaille chez Clarté, qui est un centre de ressources technologiques qui accompagne des industriels sur la réalité virtuelle et augmentée depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous, Modoï, tu m'as très bien présenté, donc c'est exactement ça. Parfait, merci beaucoup. Nicolas Pouclet, ensuite, est avec nous, directeur opérationnel de Proxinov. Donc Nicolas, ça fait 18 ans qu'il travaille dans la robotique industrielle. Donc Proxinov est un centre de ressources technologiques autour de la robotique industrielle, donc, qui accompagne des industriels manufacturiers, TPE et PME sur des enjeux de performance industrielle, mais également énergétique et écologique. Et bonjour à tous, Nicolas Pouclet, donc directeur des opérations de Proxinov. Enchanté. Parfait. Rien Merci. à redire. Et donc, last but not least, Sébastien Rospin, toi tu es donc directeur général chez WeNetwork. Et donc, WeNetwork est également un centre de ressources technologiques. C'est notre particularité autour de cette table ronde. Et donc, vous faites de l'intermédiation technique entre des industriels, surtout PME, pour avancer dans la transformation digitale des process de production. Ouais, merci Jade. Bonjour à tous. Donc, en particulier sur le champ de l'électronique et de l'IoT. C'est notre dada et notre périmètre d'intervention principal. Produits et process. Super. Et du coup, pour animer cette table ronde, je me présente rapidement. Donc, Jade Lemaître, directrice générale chez Proxinov. Et donc, je vais, pour cette première question, laisser la parole à Pascal. On entend énormément parler de relocalisation de Made in France. Chez Bosch, c'est une démarche que vous faites depuis quelques années, quelques dizaines d'années, on va dire, de longue date. Qu'est-ce que vous en avez retiré d'avoir commencé cette démarche aussitôt ? Alors aujourd'hui, on parle 4.0, mais surtout par rapport à tout ce qui est dans le sauver la planète et le côté écologie. Je dirais, peut-être malheureusement, l'homme était peut-être fait ainsi, je ne fais pas de philosophie, mais on vit par les crises. Parce qu'on va attendre le 4.0, pour en faire un peu d'histoire rapide, il est arrivé avec 2008, à l'époque c'était la crise financière, et il y a eu toute la problématique notamment de mondialisation, de la Chine qui devenait de plus en plus l'usine du monde. Donc l'Europe, l'Allemagne notamment, et aussi la France en 2015, s'est posé des questions autour de la digital, autour de l'IoT, autour du 4.0. Comment, avec ces nouvelles technologies, on peut relocaliser des industries. Ça, c'était le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était la partie répondre aux enjeux de mondialisation et répondre aussi aux enjeux structuraux au niveau de la demande du marché, qui étaient plus de production de masse, mais plutôt des productions de petits lots, donc avec des usines plus proches
des consommateurs, donc par exemple en Europe de l'Ouest. Donc c'est vraiment pour vous répondre à des problématiques de compétitivité, de productivité et de local, plutôt pour répondre aux consommateurs, il ne faut pas se mentir. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'une autre crise, qui est la crise du Covid, eh bien ça rebondit sur le côté souveraineté industrielle, la relocalisation, la réindustrialisation. Enfin, le grand public que vous n'êtes pas a compris que l'industrie était essentielle, était vitale au niveau sociétal pour nos territoires, pour nos emplois, pour nos enfants. Donc il y a eu cette prise de conscience et il y a eu donc tout le plan de relance et toute la partie relocalisation. Et aujourd'hui, il y a cette crise énergétique avec les problématiques de planète, d'écologie. Et je pense qu'il ne faut pas opposer tout ça, il faut plutôt l'utiliser. Et la techno qu'on a acquise et l'expérience qu'on a acquise avec l'IoT, que mes collègues vous parleront, autour de la robotique, va apporter des choses, notamment par rapport à tous les enjeux écologiques que l'on a autour de la planète. Et je ne crois pas, moi, à une désindustrialisation pour le sujet industriel, mais je pense que l'industrie va devenir verte et répondra à ces enjeux-là. Parfait, merci beaucoup. On parle énormément de ces enjeux, on parle aussi énormément de l'IoT, de l'IA. Ce sont des technologies qui ont aussi des impacts environnementaux forts. Qu'est-ce que vous avez, vous, à dire aux personnes qui vous rétorquent au sujet de l'impact de l'IoT? Sébastien? Oui, je veux bien la prendre, celle-là. Déjà, ce que j'ai à leur répondre, c'est que c'est un sujet qui est éminemment complexe et qui est généralement assez caricaturé. Une chose est sûre, c'est que la quantité de data est en croissance exponentielle, dont acte. On a gagné 3 ordres de grandeur en 10 ans, entre 2010 et 2020, sur la quantité de data générée, produite. Et généralement, quand on s'arrête à cette croissance de data, on dit que la data consomme, qu'il y a des fermes de serveurs, et que du coup, la croissance de la consommation énergétique va aller de pair et que ça va être intenable. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus, parce que ça prend pas en compte la roadmap technologique de la filière électronique, qui elle-même est en croissance exponentielle, en miniaturisation exponentielle, et associée à cette miniaturisation, il y a une baisse de la consommation énergétique pour traiter la data. Donc en fait, l'un dans l'autre, voilà, ça atteignit considérablement la croissance du besoin énergétique pour traiter toute cette data, cette fameuse loi de Moore, pour ceux qui sont dans ce domaine. Et la loi de Moore, ce n'est pas uniquement une miniaturisation, ça s'accompagne aussi d'une baisse de la quantité d'énergie nécessaire pour traiter la data. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas pour autant réglé le problème, parce qu'on sait aussi que 80% de la data générée n'est pas exploitée. Donc ça, on ne peut pas s'en contenter, c'est-à-dire qu'on génère aujourd'hui beaucoup trop de data par rapport aux besoins réels. Enfin, je ne sais pas si on génère trop de data, mais en tout cas, il y a trop de data qui sont générées par rapport à leur exploitation. On ne l'exploite pas suffisamment. Voilà. Et donc, du coup, vient le sujet de la frugalité. C'est-à-dire comment on peut générer la bonne data au bon moment et faire le bon traitement pour être le plus efficace possible dans ce qu'on veut faire. Et à ce titre-là, en Europe, on n'a pas à rougir en fait, parce que finalement le développement de l'IoT, qui est quand même émergé sur des technologies européennes, est précisément sur cette logique-là, de la faible consommation de data, de la juste data, sur des systèmes relativement autonomes en énergie, ou en tout cas faiblement consommateurs. Donc voilà, je ne veux pas être dans un discours techno-solutionniste ou techno-pessimiste complet, mais fondamentalement, la mesure de l'impact du numérique est une discipline extrêmement complexe, parce que c'est plein de facteurs différents. Et voilà, faut se garder d'avoir des avis trop tranchés en la matière, et il faut viser l'efficacité et l'efficience, ça c'est clair. Merci Sébastien. Mathieu, la XR n'est pas exempt de remarques non plus à ce sujet. Oui, effectivement. Donc, au début, je vais faire un petit historique. C'est vrai qu'au tout début de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, au niveau de l'impact écologique, c'était l'achat d'un matériel. On n'était pas forcément sur un système connecté dans les toutes premières versions. On entend beaucoup parler maintenant de métavers. C'est un peu un buzzword en ce moment. Donc là, on va rajouter la notion de connexion où en fait les personnes vont se retrouver à plusieurs. C'est des expériences multi-utilisateurs. Donc là, effectivement, on a un impact lié
à la mise en place de serveurs, à la connexion Internet, etc. Mais ce qui est important, c'est de mesurer les choses, puisqu'on va économiser sur d'autres terrains. Typiquement, avec la crise sanitaire du Covid, on s'est rendu compte que finalement, tout ce qui était vidéoconférence, tout ça, ça marchait très bien. Avec la réalité virtuelle, on va encore plus loin, mais c'est un peu le même principe de se retrouver à plusieurs dans un monde virtuel tous ensemble en étant physiquement dans des lieux différents. Donc on voit tout de suite l'impact sur l'écologie, on va pouvoir éviter des déplacements pour des personnes qui sont très éloignées physiquement. Donc répondre, de se dire est-ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée au niveau des connexions, des data, des serveurs, ça consomme plus ou pas pour une entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mesurer et prendre les actions en fonction du besoin. Si les personnes sont très éloignées, il va y avoir un intérêt écologique. Mais il y a beaucoup de solutions de RVRA qui se font aussi en local, en autonome, où là on va avoir vraiment un gain par rapport à la matière consommée qu'on aurait pu utiliser dans la vraie vie. On est sur des objets numériques, il n'y a pas de choses qui vont à la poubelle, on peut réitérer les expériences sans consommer de matière. Super, merci Mathieu. Nicolas, des solutions peut-être au niveau de la robotique également? Alors oui, des solutions. Alors moi, ça fait plus de 15 ans que je suis sur la robotique industrielle. J'ai vu vraiment une évolution depuis une dizaine d'années de la mentalité des intégrateurs et des fabricants de robots. Si on prend le cycle de vie d'un robot, par exemple, 2/3 des émissions à effet de serre sont générées à la conception du robot et 1/3 à son utilisation. La conception du robot, donc les fabricants ont vraiment évolué depuis une dizaine d'années, ont proposé vraiment des solutions de robots plus légères, plus simples d'intégration, avec des matériaux aussi de plus en plus générant vraiment moins d'impacts environnementaux, avec des nouvelles technologies aussi qui sont apparues pour compenser les effets inertiels, donc pour réduire vraiment la taille des moteurs des robots, donc des moteurs qui vont moins consommer d'énergie. Même des fabricants vont être capables en fait de proposer des solutions robotiques qui vont être capables de générer aussi leur propre énergie. Vous avez lors des phases de décélération, par exemple de certains robots, vous allez accumuler de l'énergie et cette énergie va être restituée lors des phases d'accélération. Donc on va avoir vraiment une mutation des mentalités des fabricants de robots. Et lors de l'utilisation, c'est 1/3 aussi d'émissions à effet de serre qui sont générées aussi lors de l'utilisation des robots. On va vraiment avoir aussi une mentalité différente chez les entreprises qui vont utiliser de la robotique. Donc ils vont vraiment essayer de détecter, de mesurer vraiment ces énergies, essayer de compenser aussi des pertes et utiliser aussi différemment la robotique. Peut-être utiliser des technologies nouvelles, plus simples d'utilisation, plus flexibles aussi, qui répond vraiment à un besoin spécifique, vraiment voilà, un besoin sur mesure, à la carte. Donc voilà, on a vraiment une mutation aussi des mentalités chez les fournisseurs et chez les utilisateurs. C'est bon à savoir. On parle beaucoup de frugalité, on parle de nouvelles techno. Est-ce qu'il y a des changements de paradigme en fait, qui font évoluer également les industriels sur la manière de produire? Mathieu? Oui, au niveau de la réalité virtuelle, par exemple, on a pu voir beaucoup d'industriels qui passent par la revue de maquettes virtuelles plutôt que la réalisation de maquettes physiques. On a pu mesurer un gain de productivité puisque les maquettes, une fois conçues, fabriquées, ayant été revues en virtuel à l'avance, on peut identifier des défauts bien en amont. Et du coup, on a un gain financier sur la production et la fabrication est bonne du premier coup. Donc là, on a des nouvelles façons de faire. Grâce au virtuel, on va pouvoir voir nos maquettes numériques en échelle 1, encore une fois de manière collaborative, pouvoir tester l'ergonomie de la maquette, corriger les erreurs en temps réel directement en manipulant les objets virtuels. Donc ça, c'est un vrai changement qu'on a pu voir dans la conception et revue collaborative des maquettes numériques. Ouais. Pas mal. Et surtout, c'est drivé par des grands acteurs derrière. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Sébastien, des changements également peut-être dans la filière de l'électronique? Ouais, dans la filière déjà pour optimiser, il faut mesurer. Et la question, en fait, c'est quel système on va mettre en place pour capter cette data, essayer de mieux comprendre finalement ce qu'on fait et comment on produit et l'impact. Moi, le vrai changement de paradigme au niveau de l'empreinte environnementale, je le vois plutôt dans une approche européenne
qui est plus tournée vers ce qu'on appelle l'intelligence distribuée, en fait, par rapport à une intelligence centralisée qui est plus un modèle américain ou chinois, quoi. Grosso modo, si je caricature, les technologies américaines sont basées sur de l'agrégation de données massives, voilà, avec des GAFA derrière qui vont avoir les capacités de traiter et les technologies pour traiter ces flux massifs de données. Là où les Européens vont être plus sur des logiques d'intelligence distribuée, donc le terme consacré c'est le edge computing, le fog computing. L'idée finalement c'est de capter la data là où elle se situe et d'y apporter le niveau de traitement déporté pour éviter justement de transférer et de véhiculer des datas sur des trop longues distances ou voilà, traiter la bonne data au plus juste, au bon endroit. Et ça, c'est vraiment un paradigme, j'allais dire, qui est vraiment poussé en Europe fortement, avec des technologies d'ailleurs qu'on maîtrise, hein, sur lesquelles on a des possibilités de différenciation importantes à apporter. C'est pas une approche totalement américaine, elle est plus frugale, elle est plus économe en termes d'impact environnemental. Ça, c'est une question de système. Et c'est incontestable. Donc voilà, ça pour moi c'est le changement principal, quoi. On réfléchit effectivement à des architectures différentes de gestion de la data qui vont pouvoir être plus efficaces d'un point de vue environnemental. Merci Sébastien. Nicolas, toi qui travailles depuis quasiment 20 ans avec des industriels, est-ce que tu as vu cette évolution ? Oui, j'ai vu cette évolution et ça m'a marqué aussi, là, très récemment aussi. On voit de plus en plus d'industriels qui se dirigent vers de la robotique d'occasion aussi. Notamment dans notre réseau, on a une entreprise qui s'appelle Robotique Concept, qui propose des robots d'occasion justement, des robots qui ont une quinzaine d'années, qui sont en fait rétrofités pour être réutilisés encore une quinzaine d'années en entreprise. Donc ça, c'est vraiment aussi un changement que j'ai vu depuis quelques années. Et aussi, une autre mentalité aussi qui a évolué, c'est de plus en plus la location en fait, de cellules robotisées. On voit en fait des entreprises qui vont partager la même cellule, donc plusieurs entreprises qui vont partager la même cellule robotisée pour fabriquer notamment des pièces mécano-soudées, une cellule de soudage par exemple, qui va être partagée entre plusieurs entreprises. Donc ça, c'est vraiment une évolution aussi depuis quelques années des entreprises, en fait, ce fait de partager les mêmes équipements. Ouais. Et puis aussi, la cobotique aussi, on a vu que le sujet de la cobotique est de plus en plus prenant aussi chez les entreprises. En fait, ce qu'il faut noter sur ces nouveaux concepts, en fait, c'est surtout l'utilisation de ce type de robot au juste besoin, en fait, qui répond vraiment à une problématique précise et qui peut être facile de réutilisation, facile d'intégration pour être redéployé aussi sur d'autres applications. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est une vraie évolution en fait des mentalités des intégrateurs et des industriels. Merci beaucoup Nicolas. Tous les quatre, vous êtes sur le terrain quasiment tous les jours. Vous accompagnez des industriels au quotidien. Quels conseils pourriez-vous donner à un patron de PME industriel qui a de très gros enjeux sur le côté environnemental ? Alors, le conseil, c'est de pas en avoir peur quelque part. Hein. C'est un vrai challenge, le côté digital 4.0 et bien sûr environnemental. En retour d'expérience que je peux donner par rapport au groupe Bosch, déjà, il faut que ça s'inscrive dans la vision, il faut que ça s'inscrive dans les valeurs d'entreprise. Et c'est ce qu'a fait le groupe Bosch depuis quelques années. On avait aussi à se rattraper par rapport aussi à un phénomène que vous connaissez qui était le Dieselgate, hein, donc on ne va pas s'en cacher. Donc on a pris vraiment conscience de tout cet enjeu écologique. Ça a été mis dans nos valeurs et on a eu la chance en 2020 d'être en empreinte carbone zéro. Donc Bosch est un groupe industriel d'importance qui a 280 usines dans le monde et nous sommes en empreinte carbone zéro. Mais ça n'a pas commencé en 2020, ça a commencé bien avant. Ça a commencé à l'époque de l'efficacité énergétique et ça c'était un élément essentiel. Donc l'élément important, c'est d'abord de comprendre les phénomènes de son outil de production.
Le 4.0, c'est la data, hein, clairement, c'est l'IoT. Et l'IoT, on l'a d'abord déployé plutôt pour les sujets de maintenance, hein, pour comprendre les phénomènes de vibration, comprendre les phénomènes, et ensuite pour faire de la maintenance préventive ou prédictive. Mais l'IoT, ça sert aussi pour voir les consommations des machines et aussi comprendre pourquoi une machine consomme plus qu'une autre machine, pourquoi un robot consomme plus qu'un autre robot, pour faire diagnostic et après faire des plans d'action. Et c'est une stratégie de petits pas par de petits pas, de kilowatts gagnés et kilowatts gagnés, qui permet d'atteindre cet objectif-là. Après, l'autre conscience, je dirais, c'est ce que je dis en introduction, l'usine du monde. Hein. Bon, je suis un peu assez revendicatif ou militant par rapport à ça. Et pour moi, c'est une aberration d'avoir la Chine, au-delà du côté politique, hein, l'usine du monde. Et il y a le raisonnement local pour local. Et là, je prends un exemple. Hein, je suis Bosch, donc je prends un exemple interne. Vous avez par exemple, je prends une usine qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ça tombe bien, la région est juste à côté, qui est Moulins. Bosch Moulins, c'est une belle petite usine, 300 personnes, qui est à la pointe de la technologie. Et elle fabrique des ABS et des ESP. Eh bien, ce n'est pas une usine qui est fabriquée pour le monde entier. Elle fabrique uniquement pour les constructeurs automobiles qui sont dans l'Europe du Sud. Ce qu'on appelle l'Europe du Sud, c'est Stellantis, Renault et Seat en Espagne, et c'est tout. C'est vraiment un raisonnement local pour local. Bosch ne fabrique pas ses ESP en Chine et ensuite, avec des transports en containers, les amène aux constructeurs automobiles français ou européens. Non, elle les fabrique localement. Et c'est ce qu'on appelle du local pour local. Et je prends par exemple cette usine qui fabrique des ESP, vous en avez 14 identiques. Une qui est basée, alors l'usine, ce qu'on appelle l'usine mère, est à Bleichar en Allemagne, mais vous avez une usine en France, une usine au Mexique, aux États-Unis, en Chine bien entendu, et elles produisent des produits pour répondre localement. Et ça c'est intéressant, non, on parle beaucoup du local dans le domaine de l'agriculture, mais même au niveau industriel, ça peut être fait, et ça engendre beaucoup de choses, hein, notamment au niveau des problématiques de transport. Donc l'IoT, le raisonnement local pour local, tout ce qui est mesuré pour agir derrière, c'est des vrais retours d'expérience. Et pour attirer notamment et surtout pour conserver les jeunes générations, que je ne suis plus, ça sera essentiel. Alors, une entreprise qui aujourd'hui n'a pas cette conscience écologique ou n'agit pas, alors elle ne peut pas tout faire, on ne va pas fermer nos usines pour arrêter de polluer, mais n'a pas un plan d'action pour aller dans ce sens-là, ça sera compliqué pour elle, par rapport à sa survie au niveau industriel, mais aussi pour recruter les talents et pour avoir les nouvelles générations dans son entreprise. Oui. Je crois, Sébastien, que je sais ce que tu vas dire comme conseil en premier lieu. Mesurer, ça c'est clair, parce que qui ne sait pas ou ne palpe pas finalement a du mal à prioriser les actions. Je voulais aussi dire qu'il y a un potentiel de gain astronomique, il ne faut pas se leurrer, hein, dans l'efficacité énergétique ou dans la consommation énergétique. On passe d'une ère finalement où l'énergie était bon marché, était même d'ailleurs un facteur de compétitivité, donc on pouvait en consommer à loisir, à une ère où elle devient vraiment une denrée rare et où sa préservation va du coup devenir un facteur de compétitivité. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans, voilà, les prix de l'énergie en Europe étaient le principal facteur de compétitivité de l'industrie européenne, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est assez intéressant, je digresse un tout petit peu, mais c'est assez intéressant quand même, d'un point de vue filière électronique, de constater aujourd'hui les plans massifs d'investissement, notamment dans le semi-conducteur, et de réfléchir à l'impact environnemental de ces investissements. J'ai lu il y a très peu de temps que, notamment à Phoenix, qui est un des bassins qui va concentrer une grosse part de l'investissement en semi-conducteurs aux États-Unis, il y avait des lacs en fait associés au fonctionnement de ces usines de semi-conducteurs dont le niveau baisse de façon absolument critique. Et qui mettent du coup, qui font poser des questions à 5 ans ou à 10 ans sur la pérennité de ces outils industriels. Donc, bref, je m'éloigne un peu, mais juste pour dire qu'il faut mesurer la consommation pour optimiser dès qu'on peut optimiser. Les gains de consommation sont énormes parce que précédemment on s'en souciait peu ou pas. Et rapidement, en fait, on va gagner en consommation et puis on va tomber sur du dur. Et le dur, c'est le process industriel. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle on se trouve, on a un process qui est spécifique, qui a ses propres sources de consommation. Et il va falloir optimiser ce process, mieux le comprendre, rentrer dans le dur du métier pour finalement piloter ce process en fonction de ses consommations énergétiques. Et de la cible, on va piloter sous contrainte. C'est des fours, hein, c'est des systèmes de ventilation, voilà.
partant de l'électronique, domaine que je connais un peu, voilà, la question, ça va être la refusion des cartes électroniques. Comment on va piloter les profils de refusion des cartes électroniques en fonction d'objectifs, cibles, de rapidité, de consommation énergétique, etc. Ça va nous rendre hyper performants d'un point de vue industriel dans notre connaissance du métier. Et on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas de data. On ne pourra pas le faire si on ne comprend pas précisément, effectivement, par la data, avec les technologues, la manière dont le process se comporte. Sur des sujets où précédemment, finalement, on ne s'en souciait pas parce qu'on appuyait sur on et puis la machine faisait ce qu'elle devait faire. Je caricature, mais c'est vraiment l'évolution. Cette meilleure maîtrise de la consommation énergétique et de l'impact environnemental va nous rendre plus pertinents et plus forts dans notre maîtrise industrielle, fondamentalement. Excellent. Donc, avoir une stratégie, mesurer. Nicolas ? Oui, alors je vais dire mesurer aussi. En fait, le conseil que je donnerais, c'est du bon sens, faire appel à son bon sens. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Répondre vraiment à un besoin précis. Pascal, tu donnais l'exemple de la data tout à l'heure. Ça ne sert à rien d'accumuler beaucoup de data. En fait, un exemple, dans notre réseau, le groupe Atlantique que l'on suit, qu'on accompagne régulièrement sur des sujets robotiques et cobotiques, il avait besoin sur une machine de 3-4 informations pour faire de la maintenance prédictive. Donc largement suffisant. Rien ne sert de cumuler beaucoup de data pour répondre à un sujet de maintenance prédictive. Un autre exemple aussi, c'est de mesurer aussi la production. Lorsque vous réduisez la vitesse d'un robot de 25%, vous pouvez faire des gains d'énergie de plus de 30%. L'idée, en fait, c'est d'avoir des solutions très flexibles qui vont s'adapter à une fluctuation de production et ces installations, en fonction de la prod, mais peut-être réduire les vitesses des robots pour faire des gains d'énergie et quand on va avoir une production plus élevée, augmenter la vitesse. Donc il faut vraiment avoir des solutions très flexibles qui permettent d'adapter les vitesses et la production. Donc ce serait un conseil que je donnerais, de faire appel à son bon sens et de réfléchir vraiment en flexibilité. Parfait. Oui, au niveau de la réalité virtuelle, réalité augmentée, ce que je dirais aussi, c'est mesurer dans le sens où, dans un premier temps, si le client ne mesure pas la portée des problématiques qu'il peut rencontrer sur sa ligne industrielle, il va être difficile de lui apporter une solution augmentée ou réalité virtuelle qui corresponde le mieux à son besoin. Donc mesurer, identifier les goulots d'étranglement sur une ligne de production, c'est la problématique, pour ensuite vraiment utiliser les bénéfices de la réalité virtuelle, réalité augmentée, pour, par exemple, assister à un opérateur sur une ligne. Si on a identifié que tel poste était critique, il y a beaucoup d'erreurs sur ce poste, on va essayer de diminuer au maximum la charge cognitive de cet opérateur en affichant les bons éléments au bon endroit au bon moment. Donc encore une fois, c'est une question de bon sens. Et l'intérêt de pouvoir afficher des éléments 3D, on va faciliter la compréhension de la personne, la compréhension des process, puisqu'on va pouvoir montrer des choses qui ne sont pas visibles dans le réel. Un exemple concret, c'est par exemple, on a des capteurs sur une ligne de production qui mesurent différents éléments. On va pouvoir les afficher de manière contextuelle en 3D au bon endroit pour pouvoir voir que telle machine est en défaut, etc. Et directement, visuellement, aller au bon endroit, puisque le casque pourra vous indiquer via une flèche à quel endroit il y a un problème. Super, très parlant, merci beaucoup. On voit qu'il y a énormément de challenges et de sujets sur lesquels les industriels doivent se pencher. Est-ce qu'ils ont conscience de cette complexité-là, Sébastien ? Alors oui, je vais répondre à cette question en faisant un petit détour. Le premier, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'optimisation du cycle industriel. Vous savez qu'en termes de bilan carbone, la fabrication des objets en fait est un point particulier. Mais il y a une autre dimension en fait qui est importante quand on réfléchit à l'impact carbone d'une activité industrielle, c'est la notion de scope. On entend de plus en plus parler. Scope 1, Scope 2, donc ça c'est l'activité propre de l'entreprise. Puis le Scope 3, en fait, c'est tout ce qui se situe en aval et tout ce qui se situe en amont de l'activité industrielle. Et en fait, à l'échelle d'une filière, dans son ensemble, et quand on regarde une entreprise en particulier, l'impact carbone de l'activité de production, elle est beaucoup plus importante en amont et en aval, de l'ordre de 70 à 30%. Donc la possibilité pour une entreprise de faire ses choix en amont et de réfléchir à l'utilisation de son produit en aval
d'un point de vue bilan carbone global, est absolument fondamentale. C'est là où il y a le plus de consommation. Peut-être plus difficile d'avoir des effets de levier dessus, mais c'est là où il y a le plus d'impact environnemental. Et ça, c'est un sujet de filière par construction. C'est-à-dire que ce n'est pas un industriel qui va gérer dans son coin sa chaîne de fournisseurs pour comprendre quel est l'impact de ses fournisseurs, etc. Si je prends le cas de la filière électronique et notamment de la fabrication d'équipements et de cartes électroniques, 80% du chiffre d'affaires est constitué d'achats de composants. Les composants, ils viennent de partout sur la planète. Ils font potentiellement 3 fois le tour d'ailleurs avant d'arriver dans l'usine. Donc la question pour la filière, c'est comment on assure une traçabilité de l'ensemble de ces flux pour pondérer ces flux ou donner un coût finalement à ces flux qui derrière va pouvoir se répercuter en aval dans la chaîne. Bon, ben, ça, c'est une prise de conscience. La conscience de la filière électronique maintenant, elle est là. Par contre, on est encore au tout démarrage de l'émergence de solutions sur ce sujet-là, parce que c'est un problème éminemment complexe. Et à nouveau, il passera par une capacité à mesurer, suivre, tracer les flux, définir des référentiels que tous les acteurs d'une même filière pourront s'approprier. Ça va prendre du temps, mais il n'y a pas de choix, quoi. Je veux dire, il faut le faire. Bon, mesurer, c'est le mot-clé de cette table ronde. Sébastien, tu parlais tout à l'heure de solutions frugales en termes d'intelligence artificielle. Est-ce que vous, en tant qu'accompagnateur des industriels sur l'industrie 4.0, vous voyez aussi une émergence de ce type de solutions, de l'edge computing, du federated learning, pour des solutions industrielles? Nicolas? Oui, on voit... alors nous, on accompagne beaucoup de TPE, PME, donc forcément, on le voit, c'est des sujets sur lesquels on travaille. L'IA qui répond vraiment à un besoin précis aussi. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'IA, parce qu'on fait beaucoup aussi de détection de défauts aussi. On va apprendre aussi sur ces détections. Notamment, on a accompagné beaucoup d'entreprises dans le secteur du bois qui revoient toute leur filière d'appro avec beaucoup de besoins de détection. Donc, oui, on voit de plus en plus de sujets d'IA frugale, en fait, vraiment une réflexion par rapport à un besoin très très précis d'un industriel, d'une filière dans le cadre du bois. Oui, tout à fait. Ouais. Qui est du coup une filière assez contrainte aussi en matière de financement, donc ça correspond à un double besoin. Exactement, un besoin des coûts assez faibles, qui répond vraiment à un besoin très précis. Ouais. Disons que l'industrie de process elle se prête bien à cette logique d'IA frugale, parce qu'on est dans un environnement qui est périmétré, contrôlé, donc on arrive à détourer d'un point de vue modèle d'apprentissage, et puis derrière concentrer l'IA sur le défaut ou le spectre de défaut limité à détecter, à mesurer, ce qui permet d'être en plus beaucoup plus réactif dans le temps de réponse, parce qu'une IA déportée va être plus rapide qu'une IA centralisée, là à nouveau par construction. Donc dans des logiques d'optimisation de temps réel, comme ça, enfin, les industries de process notamment sont très pertinentes par rapport à ça. Pascal, est-ce que vous avez ce type de réflexion également? Oui, bien entendu. Et moi j'ajouterais, pour rebondir par rapport à prendre toute la chaîne de vie du produit, on parle beaucoup de continuité numérique dans le 4.0, dans le digital, ce qui a complètement du sens. Je dirais aussi, je ferais un peu une métaphore aussi de continuité écologique. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais. Et la continuité numérique peut servir à cette continuité écologique pour tracer, pour bien voir que le produit a été conçu au départ d'une façon pour que tout le long de la chaîne de sa conception, production, recyclage, eh bien qu'on soit optimisé au maximum par rapport au côté environnemental. Et ça passe dès la conception. Parce que la conception va influencer l'industrialisation, va influencer la consommation du consommateur au niveau énergie, etc. Donc je pense que c'est essentiel et ça fait partie maintenant des valeurs, en tout cas du côté dans mon entreprise, qu'on conçoit un produit, il faut qu'il y ait cette valeur-là et c'est une des questions. Et après, par rapport au choix des fournisseurs, de la sous-traitance, il y a bien sûr le côté économique, achat, prix basique, mais aussi cet impact. Et vraiment, je pense que les outils 4.0 digital, la virtualisation, ça permet
d'avoir ce côté gain. Hein, c'est-à-dire on va virtualiser des choses, on ne va pas faire du test disruptif, on va simuler des choses, on va tester d'une façon virtuelle, ce qui va éviter du gaspillage. Tout l'aspect production, on en a parlé, hein, avec la législation des process, la maintenance et tout ce qui est au niveau énergie, et bien sûr toute la partie logistique dont je viens de parler. Et après toute la partie marketing vis-à-vis du consommateur, parce que je pense que même... Ok, on parle écologie, on parle aussi business. Malheureusement, à un moment donné, on n'est pas dans une rupture complète. Ça peut être pour les entreprises vraiment au-delà d'un argument commercial, c'est vraiment transmettre ces valeurs pour que le consommateur, bien, au lieu d'acheter un produit A qui est énergivore depuis le départ, peut-être pas au niveau de la consommation à la prise électrique, mais tout au long de son cycle de production, il était énergivore, choisissent le produit B qui était respectueux par rapport à ça. Du coup, c'est un scope sur l'ensemble de la chaîne. Mathieu Oui, alors un petit mot sur l'IA frugale. Donc, pour rappel, l'IA, on peut, pour vraiment simplifier les choses, il y a deux parties. Il y a toute une partie base d'apprentissage pour que le modèle puisse se spécialiser sur un domaine précis. Et après, il y a l'utilisation de l'IA vraiment embarquée. J'aurais envie de dire déjà pour la première partie, tout ce qui est apprentissage sur les bases d'apprentissage, on aurait moyen de faire un peu mieux d'un point de vue écologie, tout simplement. Sébastien a parlé de IA centralisée, décentralisée, donc la décentralisée est beaucoup plus rapide. Et on peut trouver ça un peu dommage, par exemple, d'avoir plusieurs industriels qui vont passer du temps à faire de l'IA décentralisée dans leur usine, à analyser des données qui vont finalement converger vers un modèle qui est quasiment le même. Là, on pourrait se dire, ça aurait pu être intéressant de partager ces éléments-là plutôt que chacun le fasse. On arrive dans une problématique de confidentialité des données. Et donc, une des solutions à ça, c'est ce qu'on appelle le federated learning, où en fait, c'est un mélange un peu entre un apprentissage sur serveur déporté et serveur local. Je vais essayer de vous le faire simple sans brouiller tout le monde. Et si on prend l'exemple de faire une IA pour détecter des voitures, vous allez avoir un serveur global qui va donner un premier modèle de reconnaissance de voiture, un modèle assez basique, pas super performant. Ce modèle va être envoyé dans les différents serveurs des différentes entreprises, je sais pas, on va dire Volvo, Renault, Peugeot, etc. À partir de ce modèle-là, ils vont les faire appliquer sur une base d'apprentissage qui sont leurs données à eux. Donc par exemple, le nouveau modèle Renault que les autres boîtes ne connaissent pas sera dans cette base d'apprentissage-là. Chaque entreprise, chaque serveur va itérer sur ces données pour avoir un modèle qui est plus performant sur leur véhicule à eux, Renault, Volvo, etc. Chacun obtient un modèle plus performant. Et en fait, où là ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas les données qui seront montées au serveur central, mais le modèle amélioré de chaque entreprise qui est remonté. Et ainsi, le serveur central obtient un modèle qui va reconnaître mieux les voitures en intégrant la reconnaissance des nouveaux modèles de chaque marque qui ne sont pas encore connus du grand public. Donc ça c'est une façon d'avoir de l'IA frugale sur tout ce qui est base d'apprentissage. Et un autre point sur lequel on peut parler d'IA frugale, c'est très bien, on a obtenu un modèle qui est très performant. Et bien ensuite, il va falloir optimiser ce modèle d'IA pour qu'il soit frugal en termes de consommation d'énergie sur les appareils qui vont l'utiliser à terme. Donc là, il y a tout un travail d'optimisation à faire sur les modèles. Voilà. Ouais. Voilà, c'est bon. Hyper intéressant. Le futur s'annonce très intéressant. On termine cette table ronde. On a eu pas mal de tours d'horizon, de solutions qui sont au final pas seulement techno. On va retenir qu'il faut mesurer et se faire bien accompagner également par des gens qui ont cette expérience du terrain. Est-ce qu'au niveau du public, vous auriez des questions pour nos intervenants ? Au tout début, il y a eu, vous avez parlé de la loi de Moore qui était en opposition avec la demande en données de plus en plus importante. Mais on entend de plus en plus que la loi de Moore, en fait, on est en train de la finir. On essaie même de faire des process. Alors, c'est pas mon domaine de spécialisation, mais en 3D ou enfin. Non, mais on va vulgariser, il n'y a pas de problème. Et du coup, je me demandais à quel point est-ce qu'on peut vraiment opposer les deux, parce qu'au contraire, les données vont faire qu'augmenter, alors que la loi de Moore va finir par stagner, en gros. Est-ce que c'est vraiment un modèle qui, dans le temps, peut se dire bon, ça continue de passer, ou est-ce qu'il va vraiment falloir partir sur aussi les autres solutions proposées ou autre chose ? Ouais, alors effectivement, la loi de Moore, on arrive un peu aux limites physiques du sujet, donc du coup, on réfléchit à d'autres formes d'intégration.
C'est-à-dire plutôt que de miniaturiser en surface, quelque part on va miniaturiser en 3D, hein, donc on va empiler pour continuer justement à gagner en intégration. Pour moi, je n'opposais pas en fait le sujet. Pour moi, la loi de Moore, elle accompagne justement la croissance des données. Mais au-delà de la loi de Moore, il y a encore des principes physiques qui n'ont pas été industrialisés, notamment la spintronique, c'est-à-dire l'électronique de spin, où on va traiter la data non pas sur la base des transistors microélectroniques qu'on connaît depuis toujours, qui ont leurs principes physiques, mais sur d'autres principes physiques qui vont à nouveau permettre de gagner des ordres de grandeur en termes de consommation énergétique par bit traité, de l'ordre de 3 à 4 ordres de grandeur. Donc, j'ai pas envie de dire ce never ending story parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc à un moment, oui, mais on n'est pas encore à la fin des progrès technologiques permettant d'optimiser la consommation énergétique associée au traitement de la data. Il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez une question? Oui, bien sûr. Bonjour. On est quand même dans l'ère des startups industrielles. On connaît la difficulté des grands groupes, Bosch, Forvia, de changer leur industrie parce que c'est quand même des industries qui sont plus lourdes, établies, avec des cultures bien établies. Donc le changement, il ne se fait pas du jour au lendemain. Comment vous voyez aujourd'hui les startups industrielles? Est-ce que vous les voyez comme un test bench pour vos technos? Parce qu'elles n'existent pas. Il y a des nouvelles usines qui vont émerger. On est globalement preneur de tester parce que on n'est pas dans la mass market, donc on n'a pas ce risque de planter un client automotive et on connaît les conséquences de ça. Comment vous voyez, comment vous intégrez les startups industrielles et les nouvelles usines qui ont pour seule ambition, en plus d'être locales, c'est d'être compliant avec toutes les contraintes environnementales et digitales. Voilà. Merci. Vous avez peut-être quelque chose à nous proposer, peut-être en offre produit peut-être? Non, non, pas du tout. D'accord. Mais je pense que ce soit la partie prise de conscience écologique, etc. Par rapport à les entreprises sont lourdes, oui, les entreprises comme de taille comme Bosch mais elles ont déjà, on va dire, fait la transfo digitale. Vous savez que transfo digitale, il y a plus de 10 ans, c'était un vrai challenge. Hein. Pour le groupe Bosch, on ne s'en cache pas, on avait peur de devenir le Kodak de demain. Hein. C'est-à-dire on avait peur de complètement disparaître et ça peut arriver. Mais ce n'est pas arrivé parce que justement on a montré cette agilité à se transformer au niveau digital. Et au niveau conscience écologique, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date maintenant d'une grosse dizaine d'années. Et pour réussir ces challenges, on s'entoure de start-up. Je pense que le dogme, les grosses entreprises savent tout, font du nombrilisme en permanence, c'est fini. Et elles savent s'entourer d'une façon intelligente de leur interne, parce que c'est grâce à l'interne qu'on fait sa transformation en interne, hein, c'est pas par l'externe, mais aussi s'entourer par l'externe pour justement apporter cette fraîcheur, apporter ces nouvelles technos, cet angle de côté, cette nouvelle vision, où en interne, eh bien, quand vous avez 5, 10, 15, 20, 30 ans de carrière dans la même entreprise, là, vous avez un peu une pensée unique. Donc je pense que oui, tous ces challenges qui nous attendent, les startups seront un vecteur important, notamment pour faire des révolutions, parce qu'à un moment donné, les grosses entreprises ont tendance à être très incrémentales, elles reproduisent, elles améliorent. Les startups permettent de faire de la disruption de procédés, de process, etc. Il y avait aussi une question pour les startups qui ont leur propre usine, qui n'ont pas nécessairement une techno à fournir. Et alors, c'est un sujet sur lequel on est très sensibilisé là, depuis maintenant 1 an, parce qu'on a bien vu dans le périmètre de nos clients, en tant que centre technique, finalement l'évolution progressive de ces startups industrielles, qu'en fait on attendait avec la révolution de l'IoT depuis 2015, hein, mais qui maintenant sont là, en fait, et pas nécessairement dans le champ de l'IoT, dans tous les domaines. Parce qu'il y a vraiment ce besoin, quand on développe maintenant un produit, de penser aussi à sa fabrication, et quoi de mieux pour la maîtriser que de l'internaliser. Donc il y a des nouveaux projets de start-up industrielles qui ont des usines à créer. Et aujourd'hui, on voit que sur le sujet notamment de la pré-industrialisation, c'est-à-dire après la sortie du prototype, waouh, c'est la traversée du désert, quoi. Parce que les entreprises ne sont pas suffisamment mûres pour se projeter sur leur propre usine. Les premiers clients sont là, il faut commencer à fabriquer, mais de là à se projeter sur une usine en propre, et comment la dimensionner, et sur quel process, quoi, on sort de l'atelier, quoi.
Et pour autant, c'est besoin de monter en maturité le process. Et la montée en maturité du process, ce ne sera pas du process à la papa, quoi. L'idée, c'est effectivement de le rendre le plus efficace possible d'un point de vue environnemental, d'un point de vue digital, etc. Et donc, on réfléchit aujourd'hui, alors nous, dans notre périmètre, à la possibilité de monter des incubateurs industriels, en fait, qui permettraient à ces startups d'accéder à des ateliers de production. Je sais qu'il y a pas mal de régions qui bossent là-dessus. Dans des centres techniques, dans des sites tels que le Technocampus que je pilote, qui ont des moyens de pré-industrialisation électronique, mais qui pourraient aussi offrir des espaces industriels à ces startups pour venir faire leur première fabrication dans des halles technologiques de l'ordre de 3-4 000 m2 avec des quais de fabrication, etc. Et puis en proximité d'experts, parce qu'on parle de ces besoins de production, mais il y a aussi un besoin d'expertise dans ces startups pour justement monter le niveau de jeu au niveau industriel, industrialisation, fabrication, contrôle de process, etc. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Et puis en plus, c'est des compétences qui sont relativement rares. Hein, donc voilà, on réfléchit, on est en plein là-dedans. On espère arriver avec des solutions assez pragmatiques rapidement. Et j'avais capté qu'un morceau de votre question et j'en suis désolé de ne pas répondre et merci de m'avoir éclairé. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, on reparle par rapport à un mastodon qui est le groupe Bosch. Et Bosch a aussi cette approche-là. Et alors pour un intérêt, c'est qu'on a des problématiques, notamment en France, où on a des usines qui souffrent. Hein. Et donc, au lieu de fermer des usines, pour parler directement, on ouvre en fin de compte nos usines à des startups. C'est-à-dire que ce que l'on propose, c'est du mètre carré et c'est aussi de la compétence d'industrialisation, parce que ça, on a une grande compétence depuis, avec nos 280 usines, et on incube, alors c'est à la phase d'après, mais après, lorsque ça commence à monter à l'échelle, eh bien, les sites Bosch en France, notamment il y a Bosch Rodez et Bosch Marigné, et aussi un peu Bosch Mondeville, proposent leurs compétences pour fabriquer pour les autres, en apportant leurs compétences d'industrialisation. Si j'avais su ça à l'époque où j'étais start-upeuse industrielle. Oui, mais c'est une crise qui provoque autre chose. Hein. C'est malheureux. intéressant. Cet été, il y a eu des incendies, mais derrière les incendies, il y a de la végétation qui repousse. Et c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'approche. Merci beaucoup, Pascal. D'autres questions dans le public? Oui. Bonjour, je suis Youb Saïb, je représente la société Alcatalus at Enterprise. Merci pour ces exposés très intéressants et qui posent de bonnes questions d'ailleurs. J'ai compris qu'il fallait mesurer, ça j'ai retenu. Et ma question est autour de ça, est-ce qu'on a aujourd'hui les outils, ou en tout cas les entreprises ont les outils pour mesurer pas seulement leur propre entreprise mais toute la filière? Est-ce que ces outils sont recommandés fortement, ou est-ce qu'ils sont homogènes? Et s'ils ne sont pas recommandés, comment faire en sorte que demain, ils soient recommandés fortement, voire obligatoires? Parce que je pense que c'est le nerf de la guerre quand même pour l'optimisation environnementale. Merci pour cette question. Pour moi, sur le sujet de la mesure intra-entreprise, ce n'est pas un sujet de solution. Hein. Effectivement, je pense qu'elles existent. Hein. Ça ne va pas chercher très loin, ce dont on parle. Mesurer du courant ou de la consommation, voilà, et puis remonter de la data et l'agréger. Bon, c'est pas... Il y a des startups, il y a des entreprises compagnons sur rue qui proposent ça. Il y a des structures référentes dans les régions. Moi, j'en connais une dans la région où je suis, mais je suis sûr qu'il y en a partout ailleurs, qui proposent des diagnostics énergétiques voilà, avec des experts pour établir des plans de progrès. Donc voilà. Là, pour le coup, je pense qu'on n'est pas mûr, c'est à l'échelle des filières. Pour le coup, à l'échelle des filières, il y a des problématiques bien plus compliquées qui se mettent en place, le fameux scope 3. Et ça, je pense que le travail, il est devant nous là-dessus. Je n'ai pas connaissance, moi en tout cas, dans la filière électronique, d'actions très avancées sur le sujet. Et ça fait longtemps qu'on parle de continuité numérique. Voilà, donc c'est très long à se mettre en place, ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille plus vite. C'est ce que je peux vous dire. Pour moi, ce n'est pas un sujet de solution. On les a. Un grand merci Sébastien pour cette réponse. Merci à tous pour cette table ronde.
Je vous invite à venir poursuivre la discussion avec nous sur notre stand, tout au bout de l'ouest, de la partie ouest du salon. On est dans le Grand Ouest, je pense que c'est pas mal, c'est représentatif. Vous aurez la chance de nous rencontrer donc, tous les 4 et surtout de faire la connaissance du réseau des technocampus. Donc les technocampus, ce sont des structures que nous pilotons et qui sont vraiment capables d'accompagner les industriels, PME, TPE, petites ETI sur l'entièreté du scope. Voilà, c'est assez unique et donc venez en profiter. À bientôt. Merci.